Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique analyse de ce chapitre 817, un chapitre où encore une fois Ichiro Oda nous a trollé la face comme un gros malade en apprenant tout simplement que Kinemon n'est pas le papa de Kenjuro, mais non content de nous troller la face à nous, il a aussi trollé la face à Kishimoto en faisant plein de références humoristiques par rapport au manga Naruto. Et ça ce n'est pas tout, parce qu'en plus on apprend le retour de Jack, on voit une poneglyphe, bref plein de choses, et c'est ce qu'on va voir dans la critique analyse du chapitre complètement malade de la semaine, le chapitre 817. On va commencer par parler de Jack. C'était sûr et certain qu'il ne pouvait pas mourir, ça je l'avais dit dans plusieurs de mes vidéos. Il y a eu un tel drama qui a été fait autour de lui sur l'arc Zou qu'il ne pouvait pas mourir bêtement lors d'un combat contre la marine. Même si bien sûr le sauvetage de Doflamingo semble vraiment être un fiasco. Maintenant, je vois quelque chose dans un futur très lointain, vu que Luffy va avoir une flotte et vu que les Minks vont obligatoirement faire partie de cette flotte. Et encore une fois, vu que la flotte de Luffy va attaquer la flotte de Kaido, je vois bien une sorte de combat entre Jack et Nekomamushi et aussi Inu Arashi, car ces deux-là vont vraiment vouloir laver l'affront qu'a fait Jack envers le peuple des Minks. Mais dans un futur plus proche, je pense que Jack va devoir faire quelque chose, car Kaido lui a donné deux missions. Premièrement, trouver Raizu et deuxièmement, retrouver Doflamingo, et manque de peau, il a réussi aucune de ces deux missions. Et je ne vois pas Jack arriver devant Kaido et lui dire je crois que je me suis un tout petit peu planté, donc il va devoir faire au moins l'une des missions. Retrouver Raizu, je pense que c'est mort, alors je pense qu'il va vouloir sauver Doflamingo, et là on va peut-être avoir un truc complètement badass, c'est-à-dire que notre petit Jack avec maintenant sa nouvelle flotte va peut-être tout simplement aller sur Impel Down pour récupérer Doflamingo. Et là, ça promet d'être un truc, comme j'ai dit tout à l'heure, absolument de malade. Maintenant, on va parler de Kinemon, alias Pinocchio, qui nous a mené en bateau depuis beaucoup de chapitres. Enfin, c'est Ichiro Oda à travers Kinemon qui nous a mené en bateau. Tout ça pour dire que je l'avais vu, je savais que Kinemon n'était pas le fils de Momonosuke, car Momonosuke, je le répète encore une fois, était une carte maîtresse, et le fils d'un samouraï lambda ne peut pas être une carte maîtresse. Et là, on apprend enfin qui est réellement Momonosuke, et il est le fils sûrement de l'un des plus puissants daimyo du pays de Wa, celui de la famille Kuzuki. Alors on va déjà voir ce que c'est exactement qu'un daimyo, parce qu'on n'est pas tous au courant de ça. On se doute que le pays de Wa sera une représentation du Japon féodal dans l'univers de One Piece, et le Japon féodal fonctionnait de la manière suivante. Premièrement, on avait l'empereur qui était un peu le gardien des traditions, qui avait un rôle spirituel, et à côté de lui, on avait le shogun qui lui avait un rôle militaire, juridique et aussi économique. Le Japon était divisé en plusieurs fiefs, et chaque fief qui était d'une taille plus ou moins importante, et chaque fief était justement dirigé par un daimyo. Cependant, un shogun était quelque chose qui était héréditaire, donc un daimyo ne pouvait pas devenir shogun, sauf si bien sûr il faisait une sorte de guerre qui destituait le shogun, qui tuait tous ses descendants, et après il pouvait s'auto-proclamer shogun. Dans l'univers de One Piece, on voit que le rêve de Momonosuke, et ça c'est encore important parce que c'est le rêve de Momonosuke, et Momonosuke est important, et on sait que les rêves ont beaucoup d'importance dans l'univers de One Piece, donc Momonosuke, son rêve c'est de devenir shogun. Donc là on peut voir que être shogun n'est pas quelque chose qui est héréditaire, mais que un daimyo peut devenir peut-être un shogun. Momonosuke fait partie de la famille Kuzuki, et on a vu leur blason, leur emblème, et il est important de pouvoir faire une petite étude là-dessus, car encore une fois, on sait que Ichiro Oda ne laisse jamais rien au hasard. On va commencer par parler du centre du blason avec l'oiseau qui est au milieu, qui est un signe noir. Et là, ce qui est vraiment excellent, c'est qu'il y a une théorie du signe noir qui a été faite par Nazim Nicolas Taleb, qui est la théorie suivante. Quelque chose avec une faible probabilité de réussite, si elle se réalise, peut engendrer des choses absolument extraordinaires et absolument imprévisibles. Et ça, ce qui est vraiment dingue, c'est que là, on peut reprendre le rêve de Momonosuke, c'est-à-dire qu'il a le rêve de devenir shogun, chose qui est presque irréalisable, mais vu qu'il a Luffy avec lui, et vu que le Luffy amène beaucoup de personnes à réaliser leur rêve, le fait que Momonosuke devienne un shogun peut être quelque chose qui va peut-être carrément renverser Wano Kuni, qui est justement en ce moment sous l'égide
de Kaido. Après, on va parler du symbole qui est juste en dessous, c'est-à-dire quelque chose qui peut ressembler à un soleil, mais pour moi aussi ça ressemble à un rond avec 8 petits points tout autour, et pour moi le rond central correspond à la famille Kuzuki, et tout autour on peut avoir des sortes de gardiens. Et ça, quand j'en ai parlé avec Nashira cette nuit à 3h du matin, parce que oui, Nashira à 3h du matin, on fait que parler de One Piece, elle a pensé à quelque chose, c'est-à-dire une légende qui est super connue au Japon, qui est le Naso Satomi Akenden, qui est la légende des 8 chiens guerriers de la famille Satomi. Et là justement on va reprendre peut-être la transposition des chiens guerriers qui est la représentation des mix, et justement le lien entre 8, on peut imaginer 8 mix gardiens qui viennent justement protéger la famille Kuzuki, et ça pourrait être quand même assez classe. Ce symbole est entouré d'une sorte de quelque chose qui fait penser soit à un tournesol, soit carrément à un soleil, et après on voit qu'il y a 4 tiges de chaque côté. Les 4 tiges font penser sérieusement à un joli Roger, c'est une sorte de symbolisation japonaise d'un joli Roger, mais ça par contre j'ai un petit peu de mal parce que vu que le blason a l'air d'être très très ancien, je ne pense pas qu'il y a 800-900 ans qu'il y avait déjà des pirates dans l'univers de One Piece. Maintenant, ce qui va être important, c'est de voir un petit peu les répercussions que cette annonce justement que Momonosuke fait partie de la famille d'un des plus puissants daimyo du pays de Wa a eu sur premièrement les Minks et deuxièmement sur l'équipage. Au niveau des Minks, ça a eu un très très gros impact et on a pu voir quelque chose d'absolument dingue encore une fois, c'est qu'il n'y existe pas une corrélation, c'est-à-dire d'égal à égal entre la famille Kuzuki et les Minks, mais plutôt les Kuzuki sont plus au-dessus parce qu'ils l'ont carrément appelé maître, c'est-à-dire Nekomamushi et Inuarashi ont appelé Momonosuke maître, et ça c'est quand même quelque chose pour moi qui m'a fait halluciner car je pensais qu'il y avait une certaine réciprocité entre les deux, chose qui n'est pas le cas, il y a une certaine hiérarchie, donc on peut imaginer parfaitement que la famille Kuzuki ait fait quelque chose d'hyper important par rapport au mix pour que ceux-ci plutôt leur soient autant redevables et aient failli carrément sacrifier leur population pour Raizu. La deuxième chose, c'est qu'on apprend justement que la querelle entre Nekomamushi et Inuarashi est due au père de Momonosuke. On sait qu'à un moment, Nekomamushi et Inuarashi sont partis avec un équipage sur la mer de One Piece. Ils ont dû aller obligatoirement sur Wano Kuni pour aller voir la famille Kusuki, et on peut imaginer qu'il s'est passé quelque chose, mais que Inuarashi et Nekomamushi n'étaient pas au courant, et que chacun ont pensé que c'était l'autre qui était responsable de quelque chose qui s'est passé au niveau du père de Momonosuke. Je sais pas si vous comprenez un petit peu la logique, c'est-à-dire que avant d'arriver sur Wano Kuni, ils étaient super amis, ils n'arrêtaient pas de s'engueuler, mais ils étaient quand même potes, ils n'arrêtaient pas de combattre, et il s'est passé quelque chose, et on ne sait pas quoi, mais c'est sûrement un quiproquo, quelque chose de complètement débile, qui a fait que il s'est passé quelque chose sur le père de Momonosuke, et ça a rejailli sur Nekomamushi et Inuarashi à un tel point qu'ils ont décidé de se faire la gueule. Et le plus dingue là-dedans, c'est que Momonosuke, en pétant une gueulante, arrive à mettre fin à cette querelle qui date depuis plusieurs années. C'est-à-dire que le chat et le kleps se serrent la main et disent « Ok, c'est bon, je te déteste encore un petit peu, mais on fait une croix dessus. » Et ça, c'est absolument malade. Putain, Momonosuke, va aux Nations Unies, mec. Va aux Nations Unies, tu vas régler tous les conflits. Momonosuke, respect. Maintenant, on va voir un petit peu du niveau de l'équipage. Déjà, Robin, elle a capté que la famille de Momonosuke a énormément d'importance. Du point de vue de Robin, ça c'est parfaitement logique, elle est intelligente, donc elle comprend. Par contre, cet idiot de Luffy, lui, il a aucun respect pour rien du tout, c'est-à-dire que pour lui, Momonosuke, c'est toujours cette petite merde qui a peur du vide et qui est peureux, donc il va toujours lui latter sa gueule, et ça c'est vraiment bien parce que on revoit le combat qu'il y a entre deux, qui est exactement ce qui s'est passé au début de Dressrosa. Et après Nami, ça a été le plus magnifique, elle voit tout de suite le pognon, c'est que pour elle, Momonosuke égale pognon vu qu'il est dans un château, vu qu'il doit avoir plein de trucs, et là bien sûr le coup dans les nibards, c'était absolument génial, surtout après quand on voit comment Kidemon, qui est aussi un petit peu un pervers, réagit. Ça c'était encore une fois, c'était vraiment génial, et j'adore. Maintenant on va parler de ce fucking Raizu et le troll d'Ichiro Oda envers Kishimoto. Bon, quand je dis un troll de la part d'Oda, c'est seulement pour rire parce que c'est plus un hommage envers Naruto, et c'est quelque chose qui a été très très bien fait, mais franchement moi je pensais que ça allait être un mix, que ça allait être quelque chose, et je pensais pas que ça allait être un mec avec une gueule aussi what the fuck. Parce que même si au fond de moi
qu'il y avait une idée où je pensais que sincèrement Raizu allait avoir une gueule totalement aléatoire. Moi, une gueule comme ça, j'appelle ça une gueule aléatoire. C'est-à-dire qu'au moment de sa naissance, la mère, elle a mis les morceaux n'importe... En gros, c'est un monsieur patate, puis on met les morceaux n'importe comment, puis on dit tiens, voilà Raizu. C'est comme ça exactement que je l'imagine. Et ce qui est vraiment dingue, c'est que je pensais pas que Oda allait faire ça, car c'est assez redondant par rapport à ce qu'il est fait sur Kenjuro. Kenjuro est aussi une tête totalement aléatoire, c'est-à-dire c'est un monsieur... C'est Madame Patate, vu qu'il y a des chelons, on va dire ça comme ça. Et ça, je pensais pas justement qu'il allait nous remettre ça. Par contre, contrairement à Kenjuro, même si Kenjuro a un niveau assez bon, là, au niveau de la maîtrise des ninjutsu, on peut dire que Raizu est assez puissant. Pour moi, Raizu est une sorte de parodie, mais dans le bon sens du terme, de tout ce qui est ninja qui a été fait dans les différents mangas qu'on a pu voir à droite et à gauche, avec bien sûr Naruto en tête. C'est-à-dire que on a quelqu'un de totalement, encore une fois, aléatoire, mais quelqu'un de vraiment très puissant. Et ce qui est vraiment génial, c'est que tout le monde s'imagine des... Je sais pas comment c'est au Japon, mais avec Naruto, maintenant partout dans le monde, le ninja a une sorte d'aura assez emblématique. Et oui, beaucoup de personnes, même moi quand j'ai regardé Naruto, je m'amusais à faire les ninjutsu. C'était un truc de dingue, un peu comme quand on regardait Dragon Ball, on s'amusait à faire des caméras. Naruto a fait cette connerie où on apprenait certains ninjutsu, qu'on voyait Kakashi faire des trucs, on essayait justement de les reproduire. Et ce qui est vraiment dingue, c'est que au début, on peut voir un troll de la part d'Oda où Raizu dit non, le ninja est quelqu'un de long et ne montre pas ses tours de ninja à tout le monde et surtout ne les montre pas en plein jour. Et c'est justement ce qu'on retrouve dans Naruto, c'est-à-dire que les mecs font des trucs de ninja partout, à toutes les sauces. C'est tout le temps, c'est même plus quelque chose de secret, c'est même plus quelque chose de dire. On a l'impression que tout le monde peut faire des trucs ninja. Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'à un moment, il dit comme ça, il dit... Faire des trucs ninja, ce n'est pas le ninjutsu, ce n'est pas un truc de cirque. Donc ça montre que être ninja, ce n'est pas que des conneries. Et là, il prend vraiment à contre-pied la deuxième chose, c'est-à-dire qu'à la page suivante, on voit qu'il est en train de faire tous les trucs. Et chaque truc qu'il fait est carrément un hommage à Naruto. Et là, on voit vraiment cet hommage où on dit que oui, être un ninja, c'est vraiment du spectacle, c'est vraiment quelque chose pour faire plaisir. Et en un sens... Kishimoto, avec ton manga, tu nous as vendu du bonheur, et justement on voit les yeux de l'équipage, au moment c'est putain de bordel de merde, c'est un petit peu moi aussi comme ça que je l'ai vu, quand il fait du clonage, qui se dissimule dans la foule, qui dans la fumée je veux dire, qui dit carrément que les femmes rampent devant moi, là on voit carrément le charisme, qu'on voit aussi quand il fait les flower shuriken, où il envoie tous les shuriken, ou quoi que ce soit, et ça c'est vraiment excellent, en un sens c'est un hommage en disant oui, avec Naruto, avec tous les trucs de ninja que tu as créés, tu nous as carrément vendu du rêve, et ça, je trouve ce clin d'œil absolument génial, et c'est comme ça que moi, personnellement, je l'ai ressenti. En plus, ajoutez à cela qu'il y a deux personnes qui sont toujours complètement stoïques, qui sont Law et qui sont aussi Zoro. D'ailleurs, on se rappelle quand on voyait l'équipage qui était complètement en pleurs, quand le dragon qui avait été dessiné par Kenjuro était mort sur le sol en disant c'était qu'un dessin pourri. On sait que Zoro et Law sont complètement stoïques, et même là, à l'évocation du nom ninja, ils s'imaginent des trucs complètement dingues. C'est-à-dire que Law dit fais-nous un truc de clonage, ou Zoro dit cache-toi dans le poisson et fais-toi transpercer par une lance. Ça c'est vraiment génial parce qu'on voit que n'importe qui à l'évocation du mot ninja se met carrément à rêver. Et la dernière chose qui a été faite au niveau de ce chapitre, qui est pour moi une véritable preuve du génie d'Eiichiro Oda qu'il a au niveau de la narration, c'est comment il nous a divulgué le poneglyphe. En gros, ce qui se passe, c'est qu'en une seule case, il nous amène deux punchs, et qui sont dans un niveau différent. C'est-à-dire qu'au premier plan, on a Raizu, donc on tourne la page, notre vision est focalisée sur Raizu, c'est-à-dire qu'on rentre dessus, il fait putain Raizu, parce que c'est quelqu'un qu'on attend, donc on veut voir la gueule qu'il a, et en arrière-plan, un petit peu dissimulé derrière, on voit des inscriptions qui ressemblent à la poneglyphe, au poneglyphe, autant pour moi, j'en refais la connerie, et je trouve ça absolument magique, parce que Raizu a dissimulé le poneglyphe, et quand on se rend compte justement, quand on a fini d'analyser Raizu, et qu'on voit qu'il y a quelque chose derrière, qu'on voit, c'est-à-dire que c'est comme ça fonctionne notre vue, on se concentre, et après on élargit notre champ de vision, et là d'un coup, on voit le poneglyphe, on fait putain, il y a une poneglyphe. Et je vous promets que sur la poneglyphe, il va y en avoir pas mal à dire, et ça va être justement la théorie de la semaine. Donc voilà, cette critique analyse est maintenant terminée. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la regarder que moi j'en ai à les faire. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, partager, parlez-en autour de vous, défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, on se dit bien bientôt pour de nouvelles aventures One Piece, et surtout pour la vidéo où on va parler des poneglyphes.